Dans une école privée réputée, où l'excellence académique et les traditions sont des piliers, le professeur Bernard jouit d'une réputation d'homme rigide, exigeant, et parfois intimidant. Sa manière d'enseigner, bien que méthodique, est marquée par un autoritarisme qui fait taire les élèves les plus timides. Ses remarques acerbes et son ton condescendant, surtout envers les élèves qu'il considère comme moins prometteurs, font de lui une figure redoutée dans les couloirs de l'école. Il enseigne à une classe d'élèves d'origine et de milieux différents, un microcosme reflétant la diversité de la société actuelle. Parmi eux se trouve Amina, une jeune fille noire de 15 ans. Silencieuse, discrète, mais incroyablement studieuse, Amina est une élève qui préfère observer plutôt que s'affirmer. Son calme et sa concentration masquent une intelligence vive et une curiosité insatiable, mais elle n'attire pas l'attention de ses professeurs, qui la considèrent parfois comme transparente. Pourtant, Amina travaille dur. Pour elle, chaque devoir est une opportunité de prouver, avant tout à elle-même, qu'elle est capable de réussir. Un jour, lors d'un cours de mathématiques, Amina fait une petite erreur en résolvant un problème au tableau. Une simple confusion, presque imperceptible. Le professeur Bernard, cependant, y voit une opportunité pour exprimer son agacement. Frustré par d'autres événements de la journée, il projette son irritation sur Amina. « C'est ça le résultat de ton effort, dit-il, d'un ton glacial. Tu te crois intelligente, mais clairement, tu n'as pas ce qu'il faut pour aller loin. Peut-être que tu ferais mieux de te concentrer sur des tâches plus à ta portée. » La classe, d'habitude bruyante, devient soudain silencieuse. Les élèves échangent des regards furtifs, mal à l'aise devant la scène qui se déroule. L'humiliation plane dans l'air, palpable. Bernard continue, ses paroles devenant plus tranchantes. On ne peut pas toujours s'attendre à ce que tout le monde comprenne ces concepts, n'est-ce pas, Amina? Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour cela. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Il va falloir faire. Sous ses lunettes, les yeux d'Amina se fixent sur le tableau, ses mains serrées le long de son corps. Elle ne pleure pas, mais la douleur dans ses yeux est évidente. Les paroles du professeur la transpercent, non seulement à cause de leur cruauté, mais aussi parce qu'elles réveillent en elle de vieilles insécurités. Elle sent le poids des regards de ses camarades peser sur ses épaules, mais elle refuse de se laisser aller à la colère ou aux larmes. Elle respire profondément, se répétant qu'elle doit rester forte. Le silence se prolonge, pesant, jusqu'à ce que Bernard, satisfait de l'effet produit, se détourne d'elle pour poursuivre son cours. Les autres élèves, qui avaient été témoins de la scène, se replongent maladroitement dans leurs cahiers. Certains échangent des regards d'empathie envers Amina, mais personne n'ose intervenir, de peur de devenir la prochaine cible de Bernard. La classe reprend son cours comme si rien ne s'était passé, mais l'atmosphère est lourde. Amina, elle, garde son calme en apparence, mais à l'intérieur, ses émotions sont en ébullition. Elle se sent diminuée, rabaissée par quelqu'un qui devrait l'encourager, non la dénigrer. Pourtant, elle refuse de répondre à la provocation. Elle sait qu'il y a des combats qui ne se gagnent pas en criant plus fort, mais en restant digne, même dans l'adversité. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'école, des murmures commencent à circuler. Quelques élèves ont rapporté la scène à leurs amis, choqués par l'acharnement de Bernard. Mais personne ne sait encore que derrière cette jeune fille discrète se cache une vérité que Bernard aurait sans doute préféré connaître avant d'agir. Ce que le professeur Bernard ignore, c'est qu'Amina est la fille de Madame Diallo, la directrice de l'école. Femme d'origine sénégalaise, Madame Diallo a gravi les échelons du système éducatif avec une détermination sans faille. Elle s'est forgé une réputation grâce à son intelligence, son travail acharné, et son engagement à créer un environnement où chaque élève, quel que soit son parcours, puisse s'épanouir pleinement. Sous son regard bienveillant, elle a réussi à instaurer une culture d'inclusivité dans une institution souvent marquée par des privilèges de classe et des stéréotypes. Elle est respectée à la fois pour son autorité indiscutable et pour sa capacité à rester ferme face aux injustices, tout en conservant une approche empathique. Amina, consciente de la stature de sa mère, a toujours fait en sorte de ne pas se démarquer par cette relation. Elle souhaitait que ses résultats scolaires et son attitude parlent pour elle, qu'on la juge pour ce qu'elle accomplissait et non pour son statut familial. Dans les couloirs de l'école, elle préférait rester discrète, loin de la lumière que pouvait projeter sa mère.
Pourtant, ce jour-là, l'injustice flagrante dont elle a été victime était trop lourde à porter seule. En rentrant chez elle, le cœur encore alourdi par l'humiliation, elle décida de confier l'incident à sa mère. Lorsque Madame Diallo écoute sa fille raconter l'épisode, elle ne réagit pas immédiatement. Elle laisse Amina s'exprimer, sans l'interrompre, observant attentivement chaque mot, chaque émotion qui se dégage de son récit. Bien qu'Amina ne demande rien de particulier, ni représailles contre le professeur Bernard, ni traitement de faveur, il est évident pour sa mère que cet affront va bien au-delà d'une simple réprimande en classe. L'humiliation que sa fille a subie n'est pas seulement une question de discipline, mais bien une atteinte à sa dignité, exacerbée par des sous-entendus racistes qui ne pouvaient rester sans suite. Le silence de Madame Diallo, à ce moment-là, est lourd de réflexion. En tant que directrice, elle est consciente de la responsabilité qu'elle porte envers l'ensemble de la communauté scolaire. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de réagir uniquement en tant que mère. Mais en tant que femme noire ayant elle-même affronté des discriminations tout au long de son parcours, elle ne peut pas ignorer ce que sa fille a vécu. C'est un dilemme délicat. Amina, elle, reste calme. Elle a hérité de la force tranquille de sa mère, capable de contenir ses émotions tout en sachant que le silence, parfois, peut être plus puissant qu'une réaction impulsive. Pourtant, derrière cette apparence maîtrisée, sa tristesse et son sentiment d'injustice sont palpables. Elle ne réclame ni faveur ni vengeance, mais cherche simplement du réconfort, une écoute bienveillante. C'est cette maturité qui impressionne sa mère, renforçant sa volonté d'agir avec discernement. Le lendemain matin, après une nuit de réflexion, Madame Diallo sait qu'elle ne peut laisser cet incident sans suite. Elle décide d'abord de prendre le temps d'analyser la situation de manière professionnelle. Après tout, Bernard n'est pas un inconnu dans l'établissement. C'est un professeur expérimenté, connu pour son autorité stricte et ses méthodes pédagogiques rigides. Pourtant, si son exigence a parfois été jugée excessive, jamais ses attitudes n'avaient pris un caractère aussi ouvertement discriminatoire. Avec Amina, une ligne avait été franchie. Madame Diallo, en tant que directrice, se doit de maintenir un environnement respectueux, équitable et sécuritaire pour tous ses élèves. Elle est particulièrement sensible à ces enjeux d'inclusivité, ayant elle-même surmonté de nombreux obstacles au cours de sa carrière en tant que femme noire dans un milieu où les stéréotypes et les préjugés raciaux persistent. Pour elle, cet incident n'est pas seulement un cas d'indiscipline ou de pédagogie maladroite, mais un affront aux principes fondamentaux qu'elle défend dans son établissement. Après avoir consulté ses adjoints pour évaluer l'ampleur de la situation, Madame Diallo prend une décision. Elle doit observer de plus près les comportements du professeur Bernard avant de prendre des mesures plus concrètes. Sans avertissement, elle décide donc d'assister discrètement à un de ses cours. Elle veut voir par elle-même s'il y a un modèle récurrent dans son attitude envers les élèves, surtout ceux issus de minorités. Elle entre dans la classe avec discrétion et s'assoit au fond, une présence calme mais lourde de signification. Le professeur Bernard, surpris par l'apparition soudaine de la directrice, ressent d'abord une montée d'adrénaline. Conscient d'être observé, il s'efforce de montrer son efficacité et de maintenir un ton courtois avec ses élèves, redoublant d'efforts pour éviter toute faille. Il fait des éloges aux élèves qui participent activement et semblent plus attentifs que d'habitude. Mais malgré ses efforts apparents, son attitude envers certains élèves, notamment ceux qui ne correspondent pas aux standards académiques qu'il valorise, reste teintée d'un mépris latent. Sa condescendance est subtile, ses remarques passives-agressives, mais suffisamment claires pour que ceux qui en sont la cible sentent le poids de son jugement. Au fur et à mesure que le cours avance, Madame Diallo prend mentalement note de chaque mot, de chaque interaction. Elle voit les dynamiques de pouvoir se jouer dans la salle, notamment les élèves issus de milieux favorisés qui, eux, semblent épargnés par les remarques acerbes du professeur. Elle remarque aussi que ceux qui, comme Amina, sont plus réservés ou viennent d'horizons différents, sont plus souvent l'objet de commentaires critiques ou dévalorisants. À la fin du cours, Bernard, satisfait de sa prestation et certain d'avoir fait bonne impression, pense que la présence de la directrice s'inscrit dans une démarche d'évaluation ordinaire. Mais quand la cloche sonne, Madame Diallo ne se contente pas de quitter la salle avec les élèves. Au contraire, elle se lève lentement et se dirige vers le professeur. « Monsieur Bernard, auriez-vous un moment ? J'aimerais que nous parlions dans mon bureau, » dit-elle calmement, mais avec une autorité qui ne laisse pas de place à la discussion.
Bernard, bien que légèrement surpris, accepte sans se douter de la teneur de la conversation à venir. Dans les couloirs, il marche derrière la directrice, se demandant vaguement ce qui pourrait justifier cet entretien. Peut-être une question administrative, ou un commentaire sur ses méthodes pédagogiques? Il s'efforce de se rassurer, convaincu qu'il n'a rien fait de répréhensible. Dans le bureau de Madame Diallo, l'atmosphère est différente. Les murs, décorés de citations inspirantes sur l'éducation et la diversité, reflètent les valeurs qu'elle prône. Elle s'installe derrière son bureau, lissant ses papiers avant de poser son regard ferme sur Bernard. Ce dernier, mal à l'aise, s'assoit en face d'elle. « Professeur Bernard, je suis venu assister à votre cours ce matin pour une raison bien précise », commence Madame Diallo d'une voix calme mais mesurée. Ce que j'ai observé n'était pas totalement surprenant, mais cela confirme mes inquiétudes. Hier, vous avez eu un échange avec une de vos élèves, Amina, que j'aimerais que nous abordions. Bernard, sentant la conversation prendre un tournant plus sérieux, se redresse légèrement, prêt à se justifier. Oui, Madame la directrice. Amina. Il y a eu un malentendu, mais j'ai simplement corrigé son erreur, comme je le ferais avec n'importe quel autre élève. Je m'efforce d'être équitable et d'appliquer les mêmes standards à tous. Madame Diallo hoche lentement la tête, mais ses yeux restent fixés sur Bernard, perçant son assurance avec une lucidité implacable. Je ne doute pas de vos intentions de maintenir des standards académiques élevés, Monsieur Bernard. Cependant, ce que j'ai vu et entendu hier dépasse le cadre d'une simple correction d'erreur. Vos remarques ont pris un caractère humiliant, et vos mots ont laissé entendre que certains élèves, par leur origine ou leur attitude, ne seraient jamais à la hauteur. Bernard, soudain conscient de la gravité de la conversation, tente de minimiser l'impact de ses propos. Madame la directrice, je ne fais pas de différence entre mes élèves. Je suis exigeant, oui, mais juste. Madame Diallo lève légèrement la main pour l'interrompre. L'exigence est une qualité, mais l'humiliation ne l'est pas. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'Amina est ma fille. Mais cela n'a aucune importance ici. Elle aurait pu être n'importe quel autre élève. Ce que je veux souligner, c'est que dans cette école, nous prônons l'égalité, le respect et l'inclusivité. Ce que j'ai vu dans votre classe ne reflète pas ces valeurs. Bernard reste silencieux, l'impact des mots de Madame Diallo faisant son chemin dans son esprit. Il réalise soudain qu'il n'est pas seulement jugé pour une erreur isolée, mais pour une attitude plus profonde, enracinée dans des préjugés qu'il n'a peut-être jamais confrontés. Madame Diallo se penche légèrement en avant, son regard perçant ne quittant pas celui de Bernard. J'attends de vous, Monsieur Bernard, que vous réfléchissiez sérieusement à l'impact de vos paroles et de vos actions sur vos élèves. Ce que vous avez dit à Amina ne s'efface pas facilement, surtout lorsque vos propos résonnent avec des stéréotypes nuisibles. Elle marque une pause, laissant à Bernard le temps d'absorber ses paroles. Je vous demanderai également de vous excuser auprès d'Amina, publiquement. Cela n'est pas simplement une question de politesse. Il est essentiel que vos élèves, qu'ils soient directement concernés ou simples témoins, comprennent que ce type de comportement ne sera jamais toléré. Bernard, déjà tendu, commence à ouvrir la bouche pour se défendre, mais Madame Diallo lève doucement la main, le coupant avec une douceur ferme. Je comprends que vous pensiez ne pas avoir agi de manière intentionnellement blessante. Mais, Monsieur Bernard, l'intention n'excuse pas l'impact. Ce que vous avez dit à Amina l'a non seulement humilié, mais a également créé une dynamique de peur et d'insécurité dans la classe. Vous êtes une figure d'autorité. Vos mots et vos actions ont un poids immense. Ils peuvent soit élever, soit écraser. Elle se redresse légèrement, prenant un moment pour rassembler ses pensées avant de conclure. Dans cette école, nous construisons un environnement où chaque élève, quel que soit son parcours ou son origine, se sent respecté et encouragé à donner le meilleur de lui-même. Nous ne tolérons pas que des enseignants, conscients ou non, perpétuent des comportements qui divisent. Vous avez une chance de rectifier cela, Monsieur Bernard. Prenez-la. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser votre position pour soutenir vos élèves plutôt que de les décourager. Je vous laisse y réfléchir. La tension dans la pièce est palpable. Bernard, visiblement ébranlé, hoche la tête. Les paroles de la directrice l'ont profondément touché.
Il se rend compte que cet entretien n'est pas simplement une mise en garde ou un simple avertissement. C'est un tournant, non seulement dans sa carrière, mais peut-être dans sa façon d'enseigner. Il quitte le bureau de Madame Diallo en silence, son esprit tourbillonnant de réflexion, ses certitudes ébranlées. En revenant dans sa classe le lendemain matin, Bernard se sent nerveux. Il a passé la nuit à réfléchir aux paroles de Madame Diallo. Pour la première fois, il réalise à quel point il est perçu par ses élèves, en particulier ceux qui, comme Amina, ne se sentent pas vus ou valorisés. Il repense à ses remarques, à ce ton condescendant qu'il a toujours justifié par son exigence professionnelle. Mais peut-être qu'il s'agissait plutôt d'un masque pour dissimuler ses propres préjugés. Le moment de vérité arrive lorsque tous les élèves sont en place, leur regard le suivant discrètement alors qu'il s'avance au devant de la salle. Les élèves sont habitués à voir en Bernard une figure d'autorité inébranlable, mais aujourd'hui, quelque chose semble différent. Il inspire profondément, puis se tourne vers Amina, qui est assise au premier rang, la tête baissée, toujours réservée et studieuse. « Amina », commence-t-il d'une voix hésitante mais déterminée, « j'aimerais te présenter mes excuses. Hier, j'ai dit des choses qui étaient injustes et blessantes. Je t'ai humilié devant la classe, et je reconnais que mes propos étaient non seulement déplacés, mais aussi inacceptables. Je suis désolé. » La salle entière retient son souffle. C'est un moment inhabituel pour eux de voir un professeur, particulièrement Bernard, admettre ses torts. Le silence est pesant, mais Amina lève lentement les yeux, surprise par ces mots inattendus. Elle hoche légèrement la tête en signe d'acceptation, bien que l'émotion qui traverse son visage reste difficile à lire. Bernard se tourne alors vers l'ensemble de la classe. « Je veux que vous sachiez, tous autant que vous êtes, que ce que j'ai fait hier n'est pas l'exemple d'un bon enseignant. Nous sommes tous ici pour apprendre, et cela inclut moi. Je vous promets de faire de mon mieux pour que cela ne se reproduise plus, et pour que chacun d'entre vous se sente valorisé et respecté. » Les élèves, choqués par cette confession publique, échangent des regards incertains. Certains sont touchés par la sincérité du moment, d'autres restent sceptiques. Cependant, une atmosphère nouvelle semble s'installer dans la classe. Une fissure dans l'autorité rigide de Bernard s'est ouverte, et dans cette faille, un potentiel de changement commence à poindre. En sortant de la classe plus tard dans la journée, Amina se sent un peu plus légère, mais les échos de l'humiliation résonnent encore en elle. Ce n'est pas quelque chose qui s'efface aussi facilement, surtout lorsqu'elle repense à la manière dont elle a été mise à nu devant ses camarades. Pourtant, elle se rend compte que quelque chose d'important s'est produit. Bernard, cet homme si inflexible et fier, a non seulement reconnu ses torts, mais il a également fait preuve de vulnérabilité en admettant publiquement son erreur. C'est un geste rare, surtout venant de quelqu'un qui représente une figure d'autorité rigide. Amina ne peut s'empêcher de se demander si ce moment marquera un véritable tournant dans la façon dont Bernard enseigne, peut-être, dans la manière dont les autres professeurs considèrent leurs élèves. Alors qu'elle quitte l'école pour rentrer chez elle, le soleil de fin d'après-midi baigne le campus d'une lumière dorée. Amina marche lentement, absorbée dans ses pensées. Elle se souvient de ses camarades, restés silencieux lors de l'incident, trop gênés ou trop effrayés pour intervenir. Ce silence pesant était presque plus douloureux que les paroles de Bernard. Mais aujourd'hui, avec l'excuse publique de son professeur, elle sent que quelque chose s'est déplacé dans la dynamique de la classe. Elle espère que cela encouragera d'autres élèves à ne plus rester dans l'ombre, à défendre ce qui est juste, même si cela signifie défier une figure d'autorité. Chez elle, Amina retrouve sa mère, Madame Diallo, assise dans le salon avec un livre. À la vue de sa fille, un sourire doux éclaire le visage de la directrice, mais il est teinté de ce souci maternel qu'elle porte toujours. Sans un mot, Amina s'assied à côté d'elle. Leur silence est confortable, rempli de compréhension. Amina sait que sa mère a été la force motrice derrière cette transformation, mais elle n'a pas besoin de l'exprimer à voix haute. Elle partage une complicité tacite qui dépasse les mots. Madame Diallo, de son côté, sait que la route vers un environnement éducatif véritablement inclusif est semée d'obstacles. Elle a vu, à travers sa carrière, que les préjugés sont souvent profondément enracinés, même dans les institutions qui se vantent de leur diversité. Mais elle sait aussi que le changement ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui,
Elle a fait un pas en avant pour Amina, mais aussi pour chaque élève de cette école qui pourrait un jour se retrouver dans la même situation. Dans les jours qui suivent, Amina se concentre sur ses études avec une intensité renouvelée, comme si l'incident avec Bernard avait éveillé en elle une force qu'elle ignorait posséder. L'humiliation qu'elle avait ressentie devant toute la classe ne disparaît pas, mais elle refuse de laisser cet épisode la définir ou ternir son parcours scolaire. Chaque jour, elle choisit de puiser dans cette expérience pour se fortifier. Ce qui aurait pu être une source de découragement se transforme en moteur silencieux, alimentant sa détermination à réussir, non pour prouver quoi que ce soit à ses détracteurs, mais pour elle-même. Amina se plonge dans ses livres, ses cahiers, ses projets scolaires avec une discipline presque méditative. Elle prend place au premier rang, participant davantage en classe, ne laissant aucune place à la distraction. Chaque sujet étudié devient une opportunité de se dépasser, de montrer que ni l'humiliation ni les préjugés ne peuvent la détourner de ses objectifs. Ses notes, déjà excellentes, s'améliorent encore, attirant l'attention de certains professeurs et élèves qui, auparavant, l'avaient peut-être sous-estimée ou ignorée. Autour d'elle, ses camarades, autrefois silencieux témoins de l'humiliation publique qu'elle avait subie, commencent à la regarder différemment. Amina n'a jamais cherché à attirer l'attention, préférant évoluer discrètement, mais l'épreuve qu'elle a traversée a modifié la perception qu'ils avaient d'elle. Ce n'est pas une admiration bruyante ou ostentatoire, mais plutôt un respect tacite, presque palpable. Ses camarades reconnaissent qu'elle a affronté une situation difficile avec une dignité rare. Certains, qui d'habitude évitaient les conversations avec elle, commencent à lui poser des questions sur ses devoirs, à lui demander de l'aide pour des projets. D'autres, plus introspectifs, la saluent dans les couloirs avec une chaleur qu'ils ne lui avaient jamais accordée auparavant. Un jour, pendant une pause déjeuner, une élève de sa classe, Léa, vient s'asseoir à côté d'elle. Léa, connue pour être populaire et toujours entourée, n'avait jamais prêté attention à Amina auparavant. Elle se penche légèrement, d'une voix basse mais sincère, lui dit « Ce que tu as fait, la façon dont tu as réagi. C'était vraiment courageux. » Amina, surprise, lève les yeux de son livre et sourit doucement. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose en retour, car elle sait que Léa comprend l'importance de ces mots. Ce n'est pas une reconnaissance bruyante, mais un geste significatif, un signe que les mentalités commencent à changer, même parmi ceux qui semblaient indifférents. Amina ressent également un changement subtil chez les professeurs. Certains, comme Madame Martin, sa professeure de sciences, lui adressent maintenant des mots d'encouragement plus souvent. Ils semblent voir en elle non seulement l'élève brillante qu'elle a toujours été, mais aussi la jeune femme résiliente et forte qui a su faire face à une injustice. Les regards posés sur elle ne sont plus teintés de pitié, mais d'une reconnaissance sincère. On la voit désormais comme une personne capable de transformer l'adversité en force. Le professeur Bernard, de son côté, fait profil bas. Depuis son excuse publique, il évite de s'adresser directement à Amina en classe, mais ses méthodes d'enseignement ont changé. Il est plus attentif aux besoins de ses élèves, plus patient et mesuré dans ses remarques. Il ne cherche plus à humilier ou à imposer son autorité par la force. Ses collègues et certains élèves l'ont remarqué, son approche est plus nuancée, et bien que le changement soit encore en cours, il semble avoir compris la leçon. Amina, pour sa part, n'attend rien de plus de lui. L'essentiel pour elle est de poursuivre son chemin, sans s'attarder sur les regrets ou les maladresses des autres. À la maison, Madame Diallo observe avec une fierté silencieuse la transformation de sa fille. Elle sait que l'incident avec Bernard aurait pu briser la confiance d'Amina, mais au contraire, cela l'a rendue plus forte. En tant que mère et directrice de l'école, elle ressent une profonde satisfaction de voir que sa fille ne se laisse pas abattre par l'injustice, mais qu'elle en ressort grandie. Dans les semaines qui suivent, Amina devient une figure discrète mais respectée dans l'école. Ce qu'elle a vécu n'est plus perçu uniquement comme une humiliation, mais comme une leçon de courage et de résilience. Elle n'a pas seulement surmonté un obstacle personnel, elle a contribué, sans le savoir, à ouvrir les esprits et à renforcer l'idée que, dans cette école, chaque élève mérite d'être traité avec respect et dignité, quelles que soient ses origines. Et même si Amina continue à avancer dans la discrétion qui la caractérise, elle porte désormais en elle une assurance nouvelle. Elle sait qu'elle est capable de faire face à des situations difficiles et que, malgré les défis à venir, elle a la force de rester fidèle à elle-même, de transformer l'adversité en opportunité de croissance.
Elle n'est plus seulement cet élève réservé au fond de la classe. Elle est devenue, sans bruit, un modèle de résilience et de dignité pour tous ceux qui l'entourent. À la fin de l'année scolaire, Amina reçoit plusieurs distinctions pour ses excellents résultats et sa contribution à la vie de l'école. Lorsqu'elle monte sur scène pour recevoir son prix, elle est accueillie par des applaudissements sincères et prolongés. Elle croise alors le regard de sa mère, et dans ce moment, il y a plus que de la fierté, il y a la reconnaissance de tout ce qu'elles ont accompli ensemble, non seulement en tant que famille, mais en tant que figure de changement dans cette école. Cette histoire, pour Amina, n'est qu'un chapitre parmi d'autres. Mais elle sait que ce qu'elle a vécu a non seulement façonné sa propre force, mais a également marqué une étape importante dans la manière dont l'école traite ses élèves. Amina, désormais confiante en elle-même et en sa capacité à affronter l'injustice, sait que l'avenir lui réserve encore des défis, mais elle est prête. Elle est devenue une force silencieuse mais puissante, prête à continuer son chemin, sans jamais renoncer à sa dignité et à ses principes. Et dans les couloirs de l'école, longtemps après que cet épisode soit oublié par certains, l'esprit d'Amina, sa résilience et son courage, reste un exemple pour tous ceux qui cherchent à comprendre la vraie signification du respect et de la force intérieure.